Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré au Milan. Un Milan qui a connu beaucoup de changements cet été, de l'entraîneur, quelques joueurs, et aussi un Milan qui vit un début de championnat particulièrement compliqué. Pour m'accompagner, quoi de mieux que deux grands tifosi des Rossoneri, mais aussi deux personnes qui connaissent leur club sur le bout des doigts. Tout d'abord, un habitué des lieux, Théo Contou. Ciao Théo. Ciao Gilbo, bonjour à toutes et à tous. Et pour nous accompagner avec Théo, on a l'honneur d'accueillir Guillaume qui est sur Milan Actu et qui fait le podcast Nostro Milan. Ciao Guillaume et bienvenue à toi aussi. Ciao Gilbert, merci pour l'invitation et très content de partager cette émission avec le collègue Théo que j'ai le plaisir de retrouver sur ton podcast. Bon, moi, je vais pas tergiverser. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le Milan donc a débuté le championnat, deux rencontres, un match nul contre le Torino lors de la première journée obtenu, on va dire, de façon chanceuse, hein. Le Toro menait encore 2-0 à la 88e minute. Et au lieu de donner un élan pour lancer complètement la saison, le match d'après à Parme ce week-end, les Rossoneri se sont écroulés, il faut dire les termes, hein. Ils n'ont perdu que 2 buts à 1, mais le score est vraiment flatteur pour le Milan et pas pour les Parmesans. Donc, je vais vous demander tout de suite, je vais commencer par toi, Théo. À la veille donc de débuter la saison, tu attends ce match face au Torino. Est-ce que tu aurais pensé qu'au bout de 2 journées, on serait là à parler d'un Milan en grande difficulté? Ça va toujours très vite, trop vite peut-être dans ce football moderne. On imaginait un Milan assez grandiose après une préparation aux États-Unis plus que réussie entre des joueurs de la Primavera qui avaient su montrer de belles choses, des joueurs qui sous Pioli étaient en difficulté, qui semblaient avoir retrouvé de la confiance avec Fonseca. La réalité de la Serie A a été tout autre. Tu l'as souligné très justement, c'est ce petit point glané après 2 journées pour Milan paraît relativement chanceux. Il n'y a pas de précipitation à avoir dans la mesure où ce mercato n'est pas encore fini et où la saison ne fait que démarrer, mais les premiers enseignements qu'il y a à tirer, en tout cas, notamment par rapport à la concurrence, parce qu'on parle d'un Milan qui, depuis quelques saisons, joue le haut de tableau, sont assez édifiantes parce que pour l'instant, voilà, on hésite, on tâtonne sur beaucoup de choses et l'éternelle transition qui nous était promis pour l'après-Pioli ne semble pas pour l'instant avoir de base pérenne pour ce début de championnat en tout cas. Ouais, et voilà, et donc quand tu parles de la transition, juste une stat comme ça, donc le Milan sur les 11 dernières rencontres en match officiel, on ne parle pas des matchs amicaux, ben, on n'a gagné qu'un seul, c'était le 11 mai dernier contre Cagliari. Toi, Guillaume, du coup, on va parler un peu de cette transition-là dans le jeu. Moi, j'ai eu l'impression, sur ces deux matchs, on va dire, de voir le pire Milan qu'on pouvait voir sous Pioli. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou est-ce que toi, tu as vu des choses, au contraire, qui ont commencé à changer? Non, ouais, vraiment rien n'a changé. En fait, on a un Fonseca qui, on pensait aller arriver avec des idées, avec les siennes surtout. On pouvait même voir un début avec un Pulisic repositionné milieu offensif, qui était peut-être le gros changement qu'allait apporter Fonseca par rapport au système de Pioli. Et en fait, après 2 matchs, je vais surtout parler des 2 matchs parce que la préparation, elle est très différente, je trouve, parce qu'on a pu compter sur des joueurs comme Lorenzo Colombo. On a vu aussi passer des jeunes de la Primavera, il l'a dit Théo, avec Nasty qui est parti du côté de la Cremonese entre-temps, ou encore Salmakers qu'on a beaucoup vu aussi jouer et qui là, en fait, a été positionné à la surprise générale latéral gauche à la place de Théo face au Torino. En fait, c'est comme si cette préparation, elle était anecdotique parce qu'il n'y a rien de tout ça. On n'a rien vu de tout ça sur les 2 premiers matchs. Et par contre, pour parler des 2 premiers matchs face au Torino, face à Parme, on ressent après 2 matchs aucune identité de jeu chez Fonseca. Il n'y a pas d'idée. On comprend pas les intentions de l'équipe, des joueurs, les placements aussi de certains. Ou quand on voit les 2 buts qu'on a pris face à Parme, on a vraiment des latéraux qui sont très très hauts et qui sont absolument pas couverts, comme ça pouvait être le cas sous Pioli où on a gagné un Scudetto
qu'on avait des caissiers et des makers qui faisaient ce travail défensif pour couvrir les montées de Théo Hernandez par moment ou pour soutenir Calabria, qui, on le sait, en 1 contre 1, peut avoir des lacunes. Et en fait, là, on a ces mêmes joueurs qui sont Calabria et Emerson, même côté droit, et Théo, qui montent beaucoup. Mais sur les 2 buts, c'est 2 comptes fatales où Théo Hernandez ne fait pas le repli défensif, ou que Emerson est complètement aux fraises et positionné milieu droit au moment donné où on se fait contrer, et où Calabria en 1 contre 1 se fait dépasser. Difficile de comprendre les intentions de Fonseca. Difficile aussi, et je pense que c'est le gros problème de ces 2 premiers matchs, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer quelle est la compo, quels est surtout les 11 joueurs. On n'a pas de 11 titulaires, alors qu'on savait que c'était l'un des soucis de Pioli, c'était au contraire de ne pas remettre son 11 titulaire en cause et en question. Là, hormis Maignan, Tomori, Théo et Léao, ça fait que 4 petits noms. Tout le reste, c'est le flou artistique avec la blessure de Morata. Pulisic est de nouveau passé côté droit. Le milieu de terrain avec les arrivées de Fofana, les départs ou non de Benacer. Enfin, toutes les cartes sont un peu redonnées en fait. Pavlovic a eu un match, Thio en a eu un autre. Emerson arrive quand même avec 15 millions et risque d'avoir aussi un peu de temps de jeu. Et on ne sait pas en fait quelles sont les attentions de Fonseca. Moi, je trouve que c'est ça en fait le plus préoccupant. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi en disant on a l'impression de pas trop savoir où on va. Donc, le Milan, on va dire une autre petite stat, c'est son plus mauvais départ après 2 journées depuis. Ça faisait 13 ans que le Milan n'avait pas débuté aussi mal Mm. un championnat de Serie A, donc c'est quand même assez dur. Et pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, il y a eu Moussa qui, dans la presse italienne, a dit bah, par moment, je ne savais pas ce que je devais faire sur le terrain. Donc, Mm. Théo, tu trouves toi aussi inquiétant qu'un coach, après seulement 2 matchs et une préparation, bah, tu as déjà des joueurs qui commencent à se poser ce genre de questions? Il y a un gros chantier que l'AC Milan s'était pas forcément créé sur les saisons précédentes. Guillaume parlait de certitude au niveau du milieu de terrain. Là, le double pivot, c'est une très belle énigme Mm. dont personne n'a la clé vraisemblablement. Euh, on a vu que Loftus-Cheek était quand même un cran trop haut d'une manière générale toute la saison dernière. Il avait démarré assez logiquement aux côtés de Benacer face au Torino. Il est remonté un cran plus haut et donc Benacer titulaire face au Torino n'a pas démarré la rencontre face à Parme. Et donc, c'est Moussa et Reinders qui ont démarré un cran derrière. Moussa a une polyvalence assez folle, ça s'était largement vu sous Pioli. Mais ça illustre parfaitement ce que Guillaume évoquait très justement avant, c'est que il n'y a pas encore de 11 types. Et Gravina parlait, à l'heure où on enregistre ce podcast, d'une probable refonte de la Serie A et de la période du mercato pour que le championnat démarre avec un mercato clos. Euh, tous ces transferts et tous ces mouvements encore autour de l'effectif de l'AC Milan s'illustrent là parce que le double pivot qu'on a vu face à Torino, celui qu'on a vu face à Parme et celui qu'on a vu face à Parme ne sera probablement pas le même que celui qu'on va voir face à la Lazio ce week-end, avec un Mhm. départ de plus en plus probable d'Adli, cette arrivée de Fofana qui, au même titre qu'Emerson Royal, arrive pour une certaine somme et donc va demander du temps de jeu. Donc c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Il y a quelques points quand même assez rassurants. Je pense au match de Pavlovic face à Parme notamment. Mais dans les consignes et dans cet esprit tactique qu'on arrive déjà par exemple, à percevoir avec la Juve et qui, sur les choix forts de Mota, que ce soit hier face à l'Hellas Vérone ou lors de la première journée, sont assez flagrants. Là, il n'y a plus rien. Toute cette esquisse, cette approche, cette ébauche qu'on avait vue sur la tournée de pré-saison aux États-Unis semble beaucoup plus floue sur ces 2 premières rencontres de Serie A pour cet AC Milan édition Fonseca. Mhm. Ouais, non, c'est une certitude. Il y a un autre point tactique où vous avez commencé à parler du milieu de terrain, mais moi, c'est la phase défensive qui m'inquiète, on va dire. Je ne vais pas parler des défenseurs vraiment en eux-mêmes, mais ça veut dire c'est la globalité de la phase défensive. Déjà, l'année dernière, sous Pioli, c'était un souci parce que le Milan termine deuxième en étant, je crois, la 10e ou la 11e défense du Mhm. championnat, donc c'est quand même déjà problématique. Et là, on retrouve les mêmes soucis. Comme tu l'avais dit, Thio face au Torino, il passe complètement à côté de son match. Calabria, le pauvre, on a l'impression de voir un remake de Di Lorenzo à l'Euro.
Même Théo Hernandez, bah ouais, c'est bien. Il monte, Oh, il les deux attaque, retours. mais il laisse de la place derrière Mm. en continu. Et comme tu l'avais évoqué, Théo, Pavlovic contre Parme, moi, il me donnait un petit peu la référence comme le gars qui est dans une barque et qui a des trous qui arrivent de partout et qu'il essaye de boucher comme il peut. C'est quand même un point positif parce que finalement, le Milan va peut-être avoir un pilier en défense. Et puis à côté, voilà, comme avait dit Guillaume, tu as tous ces joueurs qui ne savent pas trop comment défendre. C'est passif, ça manque d'agressivité. Donc, toi, Guillaume, tu vois comment cette phase défensive? Tu penses que c'est améliorable ou pas rapidement? C'est une bonne question parce que en fait, j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas trouvé notre double pivot, la question va rester en suspens et ça va être très difficile de trouver de la continuité et de aligner les clean sheets. Parce qu'on l'a vu dans le Milan de Pioli et qui a l'air d'être celui de Fonseca dans la mesure où il risque d'évoluer encore en 4-2-3-1. Les doubles pivots ont un rôle défensif qui est essentiel. C'est pas juste des récupérateurs de balles, c'est ceux qui vont couvrir les latéraux, comme on l'a dit. On va même les voir souvent dans des défenses à 3, qu'on a vu Kessié un bon nombre de fois sur des phases offensives et du coup, en amont de contre, être dans une défense à 3 et avoir ces joueurs-là très bas. Et tant que Reinders n'est pas ce profil-là de joueur, Moussa pourrait l'être, Fofana pourrait l'être, mais tant qu'on ne saura pas qui sont les deux et tant que ces deux doubles pivots ne vont pas. Enfin, c'est comme la paire de défenseurs centrales en fait. C'est que Tomori, Pavlovic, va falloir aussi leur laisser du temps de se connaître. Parce que Tomori, qui est là depuis 3 ans et demi, on lui met un nouveau défenseur à côté de lui tous les 6 mois à Milan. Et encore, des fois, c'est pas tout match. L'année dernière, avec tous les blessures qu'on a eues en défense, il a passé son temps à jouer avec quelqu'un de différent à ses côtés. Pavlovic a l'air de s'inscrire quand même avec un rôle de titulaire, mais encore une fois, les deux ont des profils différents et je trouve pas si complémentaires que ça au début. En fait, on a un Tomori qui est vraiment un stopper qui va très haut stopper la balle. On a vu Pavlovic le faire au moment donné, notamment où il a pris son carton jaune, où il était quasiment au milieu de terrain pour stopper cette balle. Faut voir comment et qui va couvrir l'un et l'autre pour éviter de se trouver avec des trous, comme on a vu là, en fait, où sur les deux buts qu'on prend, bah, les deux sont pas bien placés, en fait, et la balle passe entre Maignan et eux pour aller ensuite se filer entre Pavlovic et Théo Hernandez qui n'avaient pas du tout couvert Pavlovic. Mais en fait, du coup, ta question pour y répondre et pour aussi laisser de la place à Théo, je trouve que cette solidité défensive, c'est vraiment la question va se jouer sur les quatre, la colonne vertébrale et notamment les deux doubles pivots et le temps qu'on va laisser à Tomori et Pavlovic de s'acclimater l'un à l'autre. Et après, effectivement, sur les côtés, c'est le problème que j'ai pointé du doigt tout à l'heure, c'est que si on n'a pas un Salmakers ou un Chukwueze côté droit qui fait les retours pour aider Calabria, et si on n'arrive pas à choper un vrai double pivot qui fait le travail des caissiers, des Tonali des dernières saisons pour couvrir les montées incessantes de Théo Hernandez, parce qu'on ne pourra pas compter sur ses replis défensifs, et ça a l'air d'être les consignes, visiblement, là, on va tout droit dans le mur, et là, on a pris 4 buts face à Torino et face à Parme. C'est quand même balèze. C'est 1 point sur 6 face à deux équipes où on aurait dû faire 6 sur 6 après la pré-saison qu'on a faite. Mais voilà ce que j'en pense, moi, de cette défense qui, pour l'instant, est trop friable et du mal à voir comment, là, tout de suite, dans l'immédiateté, ça pourrait aller mieux. Je sais pas ce Ouais. que tu en penses, Théo. C'est très Vas-y, Théo, juste. si tu veux rebondir. Bravo, Guillaume. Non, c'est très juste. Il y a pas de grand-chose d'autre à dire, hein. C'est vrai que le bilan comptable de fin est un peu plus saisissant, quoi. Ce Palme a aussi impressionnant soit-il en Série B l'an passé, et fait partie des équipes qui a beaucoup de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier et qui va rester probablement à la lutte contre le maintien ou peut même prétendre à mieux. Mais, et puis le Torino, ça fait partie des éternels adversaires contre lesquels Milan a soit réalisé des grandes choses, soit des choses plus médiocres. Là, on est plus dans la deuxième catégorie, vraisemblablement. Donc non, non, je partage entièrement le discours de Guillaume, mais si Milan avait été la seule équipe de ce top 4 à être, euh, à avoir une aussi grande différence dans le sens négatif du terme, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même analyse. Là, il y a quand même beaucoup de bateaux qui sont mal embarqués, et il y a un navire qui semble déjà avoir évité les vagues et partir sur un courant d'eau douce, c'est la Juve. Et donc forcément, tout ce qui se passe autour, on, on se
démissionne. On a vu un Napoli avec Conte de s'excuser au peuple napolitain après une première défaite, beaucoup mieux face à Bologne. On soit encore au point de devoir s'excuser sur la place du Duomo, mais en tout cas, la presse parlait déjà d'une potentielle remise en question de son projet si Ouais. mauvaise performance ou défaite il y a face à la Lazio. Donc ça montre quand même, tu l'illustrais avec des stats tout à l'heure, Gilbo, les débuts très flous de cet AC Milan édition Fonseca. Ouais, je suis d'accord. Et pour continuer donc sur Fonseca, donc voilà, donc il y a tout ça, donc il y a eu aussi quelques choix, moi, qui m'avaient surpris et qui finalement ne sont pas trop dans l'esprit de ce que Fonseca avait surtout montré à Lille, vu qu'il avait quand même changé par rapport au Fonseca. Quand il est passé à la Roma, il avait commis pas mal d'erreurs, mais à Lille, on avait vu un coach on avait l'impression qu'il savait où il allait. Guillaume, c'était toi qui l'avais dit, mettre Makers contre le Torino en position de latéral gauche face à Bellanova. Moi, j'ai trouvé ça que c'était quasiment suicidaire, très clairement. Et contre Parme, il y a une chose qui m'a marqué. Le Milan prend les deux buts de la même façon. En fait, c'est deux Ouais. buts photocopie. Et le premier est arrivé au bout de 2 minutes de jeu. Et il n'a pas fait les correctifs qu'il fallait peut-être pour des correctifs forts, hein. Thiago Motta aurait peut-être sorti un joueur au bout de 20 minutes et dit, bah voilà, maintenant on fait comme ça, on change. Et lui, il n'a pas fait. Et ça, je trouve que c'est quand même inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, alors le Salmakers côté gauche, tout d'abord, on se rappelle de Giampaolo qui nous avait fait une première composition face à un match à Ah, ça l'Udinese la sent. avec un Castillero milieu de terrain défensif, un Suso en 9, non, Castillero en 9, Suso en 10 dans un 4-3-1-2 Et qui était Borini Mezzala, si je dis pas de bêtises, ah, un c'était truc comme n'importe ça. quoi et on lui avait dressé un bûcher dès la première journée pour moins que ça. Fonseca, c'est vraiment un choix tout pourri qu'il nous fait parce que un Théo Hernandez, même si voilà, son été a été très court, vu qu'il était revenu dans le groupe, je pense qu'il fallait le lancer tout de suite. Et pourquoi mettre, comme tu l'as dit, Selmakers, alors que tu peux juste mettre un Terracciano qui demande que ça, jouer un peu sur ce côté gauche parce que Théo va lui laisser encore une fois que des miettes cette saison. Et là, même quand Terracciano a la possibilité, surtout sur une première journée de championnat, tu mets Salmakers qui a pas fait une seule minute à ce poste-là, peut-être depuis 3 ans et demi, c'est se tirer une balle dans le pied, je suis complètement d'accord avec toi. Et ensuite, oui, sur les non-choix de Fonseca, plus que le fait de sortir un joueur à la 20e minute, ce que je pense vraiment inenvisageable dans la tête d'un coach, même quand tu prends un 0 face à Parme, c'est plutôt le fait de faire tes premiers changements tactiques. Et on parle que de changements tactiques, parce qu'il aurait pu, avec les joueurs qu'il a, changer la physionomie de la rencontre, adopter un football encore plus offensif ou quoi que ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas été très bon offensivement, on s'est pas créé énormément d'occasions. Mais c'est surtout les premiers changements qu'il fait. Ils arrivent très tard, ils arrivent, je crois, autour de la 68e minute, quelque chose comme ça. Et c'est c'est Calabria et c'est Youssouf Fofana. Oui, Euh, non, Youssouf Fofana rentre et et Emerson Royal, Emerson. pardon. Et Emerson, c'est les deux joueurs qui viennent d'être recrutés. Enfin, c'est limite, t'as l'impression que c'est un gala de club où tiens, on va faire entrer les deux nouvelles recrues en même temps. Et il va faire ces seuls changements-là avant la 88e minute et les changements du désespoir. Mais sinon, la deuxième mi-temps de Fonseca, d'un point de vue du coaching, elle est scandaleuse. Juste avant de marquer le but avec Pulisic, on en prend un où bon, l'attaquant est quand même pas mal hors jeu, mais en fait, on s'est fait dominer, comme tu l'as dit au préalable, Gilbo, on s'est fait dominer toute la rencontre et le score est très flatteur pour l'AC Milan parce que dans les faits, même si on a beaucoup pu se tirer, je crois que les stats c'était 17 frappes pour l'AC Milan et 9 pour Parme. Les 9 frappes de Parme, c'est quasiment 9 occasions. Il y a des face-à-face en 1 contre 1, il y a des choses comme ça. Et on a vraiment été dominé et jamais on a su se relancer, avoir un moment fort. Même après le but qu'on met, finalement, bah, derrière, on en reprend un juste derrière aussi. Enfin, ouais, c'était vraiment saisissant. La non-performance tactique de Fonseca. Ouais, c'est troublant. Fonseca, comme coach, on va dire, il était arrivé avec des préceptes, hein, pressing haut, possession de balle.
Finalement, bah, on n'a pas vu grand-chose, même s'il a eu la possession de balle contre Parme. Je crois que Milan a eu 61-39 en termes de possession, mais Mhm. c'est stérile. En fait, moi, je vais vous donner juste quelques termes comme ça. Motivation, envie, sens de l'appartenance, passivité. J'ai l'impression, en fait, si on me demande de décrire en 4-5 mots la presta du Milan à Parme, j'utiliserai ces termes-là. Toi, Mhm. Théo, ça te choque qu'on soit obligé d'utiliser ces termes-là, qu'en plus sont des termes qui après ont été utilisés par Ibra et par Cardinal ces 2 derniers jours vis-à-vis de Fonseca. Parce que moi, je trouve, quand on porte un maillot pareil, franchement, je suis joueur, j'ai qu'une envie, bah, je vais mourir sur le terrain. Moi, personnellement, ça me choque. Je sais pas, toi, ton point de vue. Ouais, c'est vrai que l'ami Ibra était dans les vestiaires à Parme après cette deuxième contre-performance. On n'aura pas le fin mot de la pensée du Suédois, mais c'est vrai que visiblement, il est parti pour dire le fond de sa pensée à cet effectif milanais. Ce qui est étonnant, c'est vrai là, tu parlais de passivité, d'absence d'énergie, etc. Le rôle de Leao et de Chukwueze, et d'une manière générale des ailiers, me semblait assez révolutionné sur cette pré-saison. Euh, beaucoup. Beaucoup d'observateurs de la presse italienne parlaient d'un Rafael Leao changé sous l'ère Fonseca avec une implication défensive renforcée et une capacité aussi à tenir son poste. On sait que c'est un joueur qui aime beaucoup se balader sur l'aile gauche. Il a démarré en pointe pour son aventure milanaise avant d'être replacé dans le couloir. Chukwueze semblait être aussi beaucoup plus en confiance. Et oui, au final, on est retombé un peu dans cette frilosité au dernier moment tactique et aussi au niveau des choix du 11 qui démarre qui font que on attendait un électrochoc qu'on n'a pas pour l'instant. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est le plus décevant en termes de passivité, en termes d'absence de changement. Euh, tous les gros clubs, d'une manière générale, se sont remis en question plus ou moins. La Juve en tête de liste qui a complètement abandonné le projet Allegri et qui là sur le 11 qu'elle aligne avec Thiago Motta a encore au moins 5 ou 6 joueurs qui sont pas encore complètement installés dans le 11 sur le banc qui vont arriver en termes de recrues. On a cet Inter qui aussi arrive peut-être à un premier creux après une certaine stabilité sur le deuxième nouveau championnat qui va devoir se remettre en question. Cette AS Roma qui se reconstruit avec un nouveau front de l'attaque. Le chantier Conte à Naples et puis à Bologne, l'Atalanta encore derrière. Milan aurait dû s'inscrire dans ces équipes-là capables de provoquer cet électrochoc après une fin de saison. On l'évoquait via des statistiques tout à l'heure. Pas miraculé parce que l'Inter était bien trop loin pour être champion, était bien trop loin pour être rattrapé et d'une manière générale, les dernières places qui pouvaient se jouer étaient la deuxième, troisième ou quatrième position, mais ce ratio de buts encaissés pour une équipe qui finit seconde était déjà inquiétant l'an dernier. Mhm. Et là, d'en manger 4 déjà aussi rapidement, alors qu'on n'a même pas démarré le mois de septembre, ça montre qu'il n'y a potentiellement pas tous les enseignements qui ont été tirés de cette saison dernière. Et que oui, on peut espérer que cette fin de mercato va clore un petit peu ce débat, ce 11 encore mouvant et permettre de voir un réel esprit d'équipe, état d'esprit d'équipe se créer. Mais j'ai encore des doutes. Et je suis même pas certain que ce match face à la Lazio, aussi observé, épié sera-t-il par la presse italienne et d'une manière générale le football européen, nous apportera tous les éléments de réponse parce que on le voit encore avec les rumeurs aujourd'hui, l'AC Milan 2024-2025 est encore loin d'être complètement façonné et dessiné. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de départs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, avant de parler du mercato, Théo, tu avais quand même un petit peu lu dans mes pensées. Je veux qu'on parle d'un joueur, bon, enfin, vous allez vite comprendre de qui c'est, donc c'est de Rafa Leao. Fonseca, dans la Gazzetta, entre le match du Torino et le match de Parme, avait dit bah, je veux que ce soit mon leader, je veux le mettre plus proche du but. Mais Leao, il retombe systématiquement, je trouve, dans ses travées. Au final, il ne s'est pas rapproché du but. Les occasions qu'il a eues, il les vendange. Il reste sur son côté gauche. Et en plus, il trouve le moyen, dans un match pareil, de s'énerver contre un supporter. Et donc, on le voit carrément avec des photos à la télé, tout ça, qui s'en prend au gars, bon, peu importe ce qu'il a dit, mais ça l'a peut-être un peu fait sortir de son match. Toi, Guillaume, Léao, t'en penses quoi, sincèrement? Est-ce qu'il va arriver à devenir ce leader que le Milan a besoin? Je pense que ce serait une erreur pour Fonseca de donner le leadership à un seul homme. On a quand même trois cadres dans l'équipe, c'est Théo, Maignan et Léao.
qui s'entendent bien, qui sont là depuis un moment, le vrai leader, et c'est un sujet que tu vas aborder, pour moi, c'est Ibrahimovic, le leader de cette équipe. C'est lui qui va amener toute la stabilité et qui va permettre que quand l'équipe va aller mal, de redresser le tout. Léao n'est pas un leader dans l'âme, j'ai le sentiment, c'est un leader technique, oui, mais c'est pas quelqu'un qui doit prendre cette responsabilité-là. On a la chance d'avoir un joueur côté gauche très talentueux par rapport au niveau de jeu de l'AC Milan depuis 1 an et demi. On a de la chance de pouvoir compter sur lui et qu'il ait décidé de rester à Milan une saison de plus. Parce que il y a 2 ans, quand on fait, pardon, le Portugal joue la Coupe du Monde, c'est pas du tout un des joueurs forts du Portugal. Il est même trop remplaçant. Mais là, cet Euro, il a fait partie de ces joueurs qui se sont illustrés. Moi, Léao, j'aime le profil est intéressant offensivement parce qu'il nous débloque sans arrêt des situations. Il en vendange certains, mais il en crée aussi énormément. On a la chance d'avoir un joueur de cette qualité qui est altruiste sur le terrain. Il va pas chercher, alors il va chercher des fois une ou deux petites frappes par-ci par-là, un peu où il y a forcément mieux à faire, mais dans l'idée, c'est quand même quelqu'un qui va chercher la passe décisive, qui va chercher à faire la différence pour ensuite donner le ballon en tapine. Là, on l'a vu, le but de Pulisic, c'est vraiment un énorme travail dans le placement de Léao au début de l'action, dans le déplacement et à la finition où il offre un tapine à Pulisic. Avec un joueur comme Giroud et maintenant, on va dire comme Morata, il aura ce joueur-là qui sera suffisamment adroit devant le but pour mettre ces caviars-là. Donc non, non, le travail de Léao, je ne sais pas si ce qu'on nous a vendu du fait que oui, la révolution Fonseca passe par un travail défensif, moi j'y crois pas trop. Le Léao, le retour défensif, on a vu c'était un plot en termes de pressing face à Parme, c'était assez scandaleux. C'est un joueur qui était très nonchalant au début, qui l'est de moins en moins, qui respecte le club énormément, sinon il serait pas là à Milan sur cette saison 2024-25. Donc faut pas douter de son implication dans le club. Ce qui va être mis en avant par la presse, c'est si l'entente avec Fonseca est présente en fait. Parce que oui, les deux sont de nationalité portugaise, mais Pioli avait cette grande capacité et d'être un leader de groupe, avoir le vestiaire pour lui jusqu'au bout, même quand la saison a été compliquée. On a vu avec quel honneur est sorti Pioli, ovationné par tout le club et tous les joueurs jusqu'au bout. Pioli aura eu son vestiaire pendant 4 ans et demi sans jamais être mis en question par les joueurs. Attention à Fonseca, mais de pas mettre sur un piédestal Léao, le laisser faire son football, faire ses stats et tout ça, et ne pas lui mettre une pression, parce que Léao peut aussi très bien vite jeter Fonseca et dire eh, lui il me saoule, à me parler sans cesse de faire ça. Moi je suis un joueur de foot dans un 11, je veux pas être cette. Il y a un capitaine, c'est Calabria, c'est pas Léao. Toi, Théo, un avis sur Léao, t'en penses quoi? Léao, c'est un joueur qu'on a tellement analysé sur Milan Actu de ses débuts où on le mettait dans nos flops face à Benevento parce que l'attitude était exécrable de son duo devant avec Rebic où l'un démarrait et l'autre entrait en cours de match. Ante Rebic qui revient d'ailleurs en Serie A qui a signé à Lecce. Euh, on l'a vu démarrer comme ça, on l'a vu être lancé en profondeur par Olivier Giroud. On l'a vu tourner autour de Jovic, on l'a vu s'épanouir avec Pulisic. Il aura tellement évolué dans son rôle à Milan que la tentation pourrait être de se dire, effectivement, c'est le MVP de la saison où cet AC Milan gagne le Scudetto, ce serait plus ou moins logique. C'est le numéro 10 du plus grand club italien en Europe, c'est peut-être logique de lui attribuer ce rôle-là. Maintenant, Guillaume l'évoquait très justement, je pense que dans la personnalité du joueur, c'est pas ce dont il a besoin et c'est surtout pas ce qui permettra à cet AC Milan d'avancer dans une seule et même direction. Euh, cette trempe de joueurs capables de transcender euh, un club et une équipe a jamais été non plus dans cette histoire de l'AC Milan qui a toujours été plus un effectif, le 11 autour de Gattuso, Nesta, Pirlo, Shevchenko ou même un peu avant avec le trio des Hollandais était souvent façonné justement par plusieurs individualités qui se fondaient dans un collectif plutôt que par une ou deux superstars comme pouvait l'être par exemple l'ère des Galactiques au Real Madrid ou d'autres. Donc ce ne serait pas non plus une politique milanaise que de d'ériger Léao au rang de superstar. Il a déjà ce contrat dans l'un des mieux payés qui lui permet
pour l'instant à l'AC Milan de le garder dans ses rangs une saison de plus. Il a eu ce numéro 10 suite au départ de Brahim Diaz, un statut de titulaire quasiment assuré. Maintenant, c'est qu'une question d'envie et d'implication. Et l'absence de stabilité dans ce 11-là fait aussi que c'est difficile pour lui de, je pense, trouver de la continuité. Moi, j'avais beaucoup aimé cette entrée d'Alvaro Morata face au Torino, puisqu'au-delà de son but, on retournait dans cette véritable stabilité qu'on a dans un 4-2-3-1 qui est de jouer avec un numéro 9 devant, ce qui n'est pas le cas quand on a Okafor devant, typiquement. Et malheureusement pour Morata, son corps l'a rattrapé et on devrait le récupérer début septembre, mais il sera pas là face à la Lazio si je dis pas de bêtises. Donc c'est encore un problème dont on va devoir retarder un petit peu la solution. Mais comme l'a dit Guillaume, la pression et d'une manière générale la grandeur de cet AC Milan-là ne doit en aucun cas reposer sur les épaules d'Arsenal. Ouais, c'est sûr, c'est un collectif. Alors là, on a parlé, on va dire, ça fait je sais pas combien de temps que l'émission a commencé, mais on est hyper négatif. Je voudrais juste vite fait, avant de parler du mercato, un petit que vous me disiez chacun à votre tour. Est-ce que vous avez quand même vu des motifs d'espoir sur ces deux matchs ou est-ce qu'il y a des choses qui devraient changer et qui vont permettre au Milan de revenir à la place qui est la sienne habituellement? Je laisse commencer Théo. Oui, je pense qu'il y a quand même, tu as raison de le souligner, Gilbo, deux, trois éclaircies dans ce ciel un petit peu obscur du côté de la Lombardie. Moi, je pense assez logiquement à Pavlovic. Son arrivée numérique dans l'effectif rappelle un Romagnoli. C'était le dernier défenseur depuis à Alessio que l'AC Milan avait eu avec un gaucher, donc dans cette charnière centrale. Pioli a ensuite dû composer pendant un petit bout de temps avec deux défenseurs centraux droitiers. Euh, c'est une ossature classique et très chère à des grands sélectionneurs. Je pense notamment à Didier Deschamps, un droitier à droite et un gaucher à gauche. Et ça apporte déjà quand même, je trouve, une certaine stabilité, alors qui est forcément à relativiser quand Milan prend un point sur 6 face à ces deux équipes et mange 4 buts. Mais Pavlovic peut être aussi marquer un petit peu ce renouveau et cette stabilité-là derrière si l'un des membres du double pivot vient compenser les montées de Théo Hernandez et si plein d'autres choses d'ajustements sont faits autour de l'ancien défenseur de Salzbourg. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé son match face à Parme et son début de saison assez convaincant. C'est dans la trempe des transferts sous l'ère Maldini, que Maldini avait initié en tout cas, des transferts à moins de 30 millions d'euros avec un fort potentiel. Et Pavlovic semble pour l'instant rentrer dans ces cases-là. Et cette importance aussi d'avoir de la diversité dans l'orientation du jeu derrière, qui passe clairement par le fait d'avoir des joueurs qui n'ont pas toujours le même pied fort. Pavlovic peut le représenter, l'harmoniser. Donc j'espère qu'il va être amené à s'imposer durablement dans ce 11 et que voilà, Pavlovic Tomori sera notre charnière titulaire. Ça permettrait derrière de créer une rotation autour de ça avec Thio et avec d'autres, puisqu'il ne faut pas oublier que Kalou et Kier ne sont plus là. Mhm. Je te rejoins sur Pavlovic aussi, qui aborde fièrement le numéro de Japstam et qui vraiment le regène de ce défenseur hollandais. Donc je suis assez hypé aussi par le fait que ce soit lui qui vienne épauler Tomori. J'ai l'impression que le choix est bon. Moi, allez, ma lueur d'espoir et l'une des choses que je trouve assez positive et que j'attendais de la part de Pioli, mais qui arrive que cette année sous Fonseca, c'est le positionnement de Pulisic en 10, que je trouve pertinent. Ruben Loftus-Cheek, même s'il fait une bonne saison l'année dernière, statistiquement, et dans les grands rendez-vous où il avait été énorme face au PSG notamment, n'est pas un numéro 10. On était absent et orphelin d'un numéro 10 depuis le départ de Brahim Diaz. Le recrutement de Salmakers, en tout cas, qui revient pour voilà, apporter de la profondeur sur le côté avec Chukwueze, voire Moussa, je ne sais pas s'il sera utilisé à ce poste-là, mais ça laisse de la place pour tenter Pulisic en milieu offensif. Ça a très bien marché pendant la pré-saison. Je suis content de le voir aussi plus proche de Leao, on l'a dit, parce que c'est un vrai technicien, Pulisic, et c'est quelqu'un qui va pouvoir dédoubler et avec Morata et avec Leao. Donc je suis hypé de voir dans la continuité. On verra si là, avec l'absence de Morata, il n'est pas privilégié côté droit pendant encore quelques temps. Mais j'aimerais vraiment qu'on laisse la chance à Chukwueze de s'exprimer parce que c'est un joueur immense, enfin immense. C'est un très très bon dribbleur à Villarreal. On en a trop peu vu l'année dernière, même si sur la fin de saison, il était beaucoup plus en confiance, le Nigérien. J'aimerais le voir plus évoluer à droite et vraiment donner
de la continuité à Pulisic et pas le déplacer à droite à gauche dès qu'on a un absent, mais vraiment lui laisser s'épanouir en poste de milieu offensif. Le risque de ce choix-là, qu'il va falloir à tout prix surveiller, c'est que Pulisic est quand même un joueur injury prone. On dit ça dans le basket, mais vous voyez où je veux en venir. C'est un joueur qui s'est beaucoup blessé ces dernières saisons. Il a été assez privilégié la saison dernière. Là, face à des défenseurs de Serie A axiaux, j'attends de voir quel va être aussi physiquement, comment il va tenir dans l'entrejeu de Serie A et pas tranquillement sur un côté où il peut dédoubler, rentrer dans la surface et délivrer des ballons sans être trop au contact des joueurs. Donc, à voir aussi Pulisic de ce point de vue-là, comment ça évolue physiquement dans cet endroit du jeu. Pour faire une comparaison physique très rapide, le match de Ruben Loftus-Cheek face au Paris Saint-Germain, t'en parlais, c'est avant tout une résistance au pressing absolument monstrueuse de Zaïre Ouais. Emery, Vitinha Mhm. et Ugarte, où l'anglais était tout bonnement impassable. C'est vrai que la comparaison, pour celles et ceux qui nous écoutent, imaginez un Pulisic résister avec sur le dos deux récupérateurs et un 6 dans un Mhm. match à haute intensité en Coupe d'Europe, paraît beaucoup moins évidente, Faudra voir, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, après, il y aurait un apport offensif peut-être un petit peu différent bien sûr. Mhm. et ça pourrait un peu compenser. Je voudrais que maintenant qu'on parle un peu du mercato, on en a déjà parlé un petit peu au fil des joueurs qu'on a discuté. Donc, le Milan a pour l'instant acheté 4 joueurs, hein, Fofana, Emerson, Pavlovic et Morata. On attend que les quatre s'intègrent vraiment dans l'effectif et dans le 11 de départ. Je pense que là, on est sur quatre titulaires. Ibrahimovic a dit qu'on était au jour 6 sur 7 au niveau du mercato. Je ne sais pas trop comment on peut interpréter cette phrase. Il y a quelques noms qui circulent en entrée. À votre avis, il va y avoir encore beaucoup de changements ou est-ce que ça va être juste du complément par rapport enfin, aux arrivées et puis aux départs qui sont annoncés? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on liquide beaucoup notre profondeur de banc, qui était déjà pas si importante que ça, parce que l'année dernière, on a quand même fait rentrer des Bertezaghi, des Simic, ou encore des Camarda, parce qu'on n'avait plus assez de joueurs. Là, on liquide, on liquide, on liquide. On s'est séparé de cette semaine de Pobega, Adli, potentiellement Benasser, qui pourrait partir du côté de l'Arabie Saoudite, Krunic, qui est parti définitivement au Fenerbahçe, Kalulu, Simic. Donc sur les postes où on a vraiment eu du mal, on perd deux défenseurs centres, on perd trois milieux de terrain et on a juste une petite recrue sur chaque ligne. Donc c'est voilà, l'effectif est en nombre est réduit par rapport à l'année dernière. J'ai pas l'impression qu'on cherche beaucoup à le compléter. C'est assez, moi ça m'interroge beaucoup ces départs là dans les derniers instants de Adli, potentiellement Benasser. Je les comprends pas trop parce que voilà, j'ai pas l'impression qu'on va recruter un nouveau milieu de terrain, sauf si on fait le coup Rabiot dans les derniers instants, mais ça m'étonnerait qu'on aille chercher un joueur de ce calibre-là au dernier moment. Euh, j'ai l'impression que Fonseca et même la direction a cherché à recruter un joueur sur les lignes. Il nous fallait enfin un défenseur droit, dans la mesure où Kaloulou n'était pas une éventualité pour le club. Du coup, on a pris Emerson, Morata à la place de De Giroud. Giroud, Fofana qui arrive aussi dans le groupe. Moi, je le trouve timide, ce mercato. Il y a pas d'arrivée en grande pompe, il n'y a pas un joueur à plus de 30 millions, il n'y a pas un joueur qui a fait une saison exceptionnelle. Alors, si Morata, quand même, a fait une saison très solide avec l'Atlético, avec l'Espagne, Fofana est tout juste un remplaçant en équipe de France et un joueur d'une bonne équipe de Ligue 1, mais on n'est pas sur l'un des meilleurs joueurs à son poste, ne serait-ce que dans le championnat de France. Donc ouais, Emerson demande à être relancé aussi. Donc moi ça m'interroge pas mal et j'ai peur que déjà les deux dernières saisons on a eu beaucoup de blessures, qu'on n'envisage pas ça du côté de Milan, en tout cas qu'on ne le prenne pas en compte et qu'on se retrouve avec des trous un peu partout, même si on va venir après sur le sujet du Milan Futuro, qui pourrait du coup peut-être être une solution pour ces trous-là. Mais là, la vérité est que l'effectif me paraît assez réduit.
Toi, Théo, le mercato, il t'inquiète ou pas du tout? Et il m'inquiète surtout sur un point, c'est celui de la continuité. Guillaume parlait euh, des travers de ce mercato-là, mais si on prend un peu de recul, depuis le Scudetto de la saison 2022, Milan n'aura jamais fait le même type de mercato. Champion d'Italie en titre, ils avaient cassé leur tirelire soit pour De Ketelaere, soit pour Dybala. Le choix Mhm. s'était orienté sur le Belge et la légèreté de ce mercato avait permis à un Napoli Mhm. et un collectif de s'exprimer pleinement et à l'AC Milan de pas du tout être capable de rivaliser. Cette saison où le Napoli était champion avait un petit peu remis en question l'AC Milan, qui avait changé de pavillon et donc recruté à des postes clés. Et puis pour cette troisième saison, on repart dans cette discrétion-là et dans cette espèce d'immense remue-ménage, non pas parce que ça fait suite à un scudetto ou non parce que ça fait suite à un changement de propriétaire, mais parce que ça fait suite à un changement d'entraîneur. Donc pour la troisième saison, on repart sur un nouveau fil rouge qu'on essaye de tisser de nouveau, sans réellement savoir vers quoi on s'embarque. Euh, L'aspect numérique et profondeur de bain dont Guillaume euh, parlait est très juste, parce que voilà, il ne faut pas, faut toujours essayer d'avoir du recul sur ces périodes-là, même si elles sont très rapides, même si les rumeurs s'enchaînent, même si toutes ces choses-là semblent s'accumuler les unes après les autres dans un espace-temps très réduit. Mhm. Le recul qu'il faut avoir sur ce genre d'équipe et sur, d'une manière générale, le football, c'est la longueur d'une saison. Et c'est typiquement pour l'AC Milan, cette Primavera largement sollicitée à la mi-saison, qui avait permis à Bartezaghi, à Camarda et à d'autres de démarrer. Cette Primavera, l'AC Milan édition 2024-2025 ne va pas tant en bénéficier que ça, puisqu'il y a déjà quelques départs qui ont été enregistrés. Mhm. Donc c'est assez curieux. C'est assez curieux d'essayer de se projeter là-dessus. J'ai du mal pour l'instant, voir la continuité ou tout du moins la direction dans laquelle se lance ce mercato pour l'AC Milan. C'est surtout qu'on vend très mal. Moi, je trouve que Aussi, ouais. c'est ce qui est très préoccupant, c'est les départs et à quel prix. C'est un Simic pour 3 millions. Nasty, Maldini, ça part gratuit. Pobega, Colombo, Adli, Kaloulou, on est sur des prêts de 1,5 million, 2 millions. C'est renforcer la Juve gratuitement, entre guillemets, avec une petite option d'achat à 15 millions pour l'année prochaine, pour le budget mercato de l'année prochaine, c'est assez incompréhensible. Adli, ça prend cette direction et tout. Ces joueurs dont on se sépare et qui, dans le nombre et même dans le nom, pourraient nous apporter une certaine profondeur, c'est même pas des départs à 20 millions qui nous permettent de recruter derrière, c'est juste on, on décharge de la masse salariale. Pourquoi? Alors que nos finances sont tellement plus saines depuis des années que là-dessus, on n'a pas de souci à avoir. C'est des joueurs, voilà, un Colombo, si c'est pour le prêter euh, en prêt comme ça, alors peut-être c'est pour faire place à Camarda ou quoi, j'en sais pas. Mais je trouve que on vend très mal, on prête à tout bout de champ des joueurs qui pourraient être importants dans notre effectif. Et Aldi n'a pas demandé à partir, hein. C'est qu'Aldi, Kaloulou, on les pousse vraiment vers la sortie. Kaloulou, faut voir la tête qu'il a quand il décide de partir. Et même sur sa bio Instagram, il dit joueur de la Juve prêté par l'AC Milan et pas joueur de la Juve. C'est pour vous dire à quel point le gars voulait rester chez nous aussi. Et il a peut-être l'ambition aussi de revenir plus fort. Et moi, ça me préoccupe le prix des ventes parce que c'est pas des bonnes ventes qu'on est en train de faire. Et du coup, bah, si on vend pas bien, on recrute pas forcément très bien non plus parce qu'on n'a pas non plus une enveloppe, une grosse enveloppe. Donc c'est assez bizarre, ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut surprendre, quoi. Moi, c'est vrai que j'avais été un petit peu surpris par le départ de Kaloulou. Donc, est-ce que c'est Fonseca qui aime pas le profil du joueur? Enfin Mhm. bon, ça aussi, c'est à voir. J'avais encore deux sujets que je voulais aborder avec vous. Le premier, on en a un petit peu parlé. Son nom est ressorti plusieurs fois un petit peu en fil rouge. C'est le rôle d'Ibra dans ce Milan, où moi, je trouve qu'il prend une place vraiment très, très importante. C'est la voix, on va dire, de Redbird à la base. Mais là, on va dire, on est quand même au-delà de la voix de Redbird parce que interview d'avant-match à Parme, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui descend dans les vestiaires pour aller parler aux joueurs. Là, maintenant, c'est encore lui qui revient le lendemain parler aux joueurs. C'est lui qui était là à la présentation de Fonseca le jour où il est arrivé. Finalement, d'avoir un personnage avec une aura pareille, en fait. C'est bien, le Milan les a toujours eu parce que Galliani aussi
avait une aura importante, mais même si on était un peu sur un dirigeant à l'italienne, à l'ancienne, donc c'était un petit peu différent. Mais d'avoir un Ibra comme ça qui prend toute cette place, est-ce que c'est un bien ou un mal finalement plus pour les joueurs? Est-ce que du coup, est-ce qu'eux ne se déchargent pas un petit peu sur Ibra? Et voilà, enfin, je sais, j'arrive pas à cerner si c'est positif ou s'il y a aussi du négatif dedans. Ça ressemble beaucoup à l'arbre qui cache la forêt hein, sur ce début de saison. Ibra sera toujours prêt à prendre les coups, je pense, en tant que dirigeant. Il l'a déjà fait durant l'intégralité de sa carrière en tant que joueur. Là où c'est particulier, c'est que dès cet été, il a montré que cette espèce de Cerbère à trois têtes n'allait pas dans la même direction. Ça s'illustre très simplement avec le choix de l'entraîneur. Chacun avait son nom en tête. Au final, c'est Fonseca qui est venu, mais Conceição, Van Bommel étaient dans la course jusqu'au dernier moment. On oublie les rumeurs un petit peu moins sérieuses, style Antonio Conte, mais la direction et Zlatan Ibrahimovic n'avaient pas les mêmes noms. C'est Ibra qui est en tête d'affiche aux côtés de Paolo Fonseca lorsque l'ancien entraîneur de Lille est intronisé au mois de juin à l'AC Milan. Donc oui, c'est un risque. Le travail de Maldini en sous-marin était quand même assez différent d'Ibra, donc je suis pas certain que la comparaison soit euh, utile. Maintenant, toujours pour parler de cette aura, c'est vrai que c'est des personnages au rôle différents, mais qui ont cette même importance. Maldini partait aux quatre coins de l'Europe pour aller convaincre les joueurs de signer avec eux. On se souvient de la discussion à Ibiza avec Théo Hernandez notamment. Ibra semble être pour l'instant celui qui se porte volontaire pour être un petit peu ce paratonnerre face à une presse foudroyante sur cet effectif de l'AC Milan. Pour combien de temps est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas. Est-ce qu'il va accepter aussi ce rôle en interne d'être toujours celui qui ira à la place de Redbird ou à la place des joueurs ou du coach prendre les critiques lorsque Milan va mal? C'est une autre interrogation. En tout cas, toujours est-il que oui, il a son omniprésence et impossible à ne pas évoquer ou tout du moins accepter. Il est partout. On ne sait pas encore si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Pour l'instant, c'est pour le pire. On peut difficilement dire qu'il a été présent après des grands moments en tant que euh, après sa retraite du côté de la Milan. Pour l'instant, c'est lui qui prend les coups, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Ouais, il découvre aussi ce poste-là, hein. Il vient tout juste d'arriver à la fin de la saison dernière avec ce rôle qui est encore difficile à définir parce que on le voit très médiatisé par notre club. C'est lui qui fait un peu les tournées américaines, etc., qui était au centre de toutes les vidéos, toutes les conversations, etc. Derrière, c'est lui qui présente absolument tous les joueurs, Pavlovic, Fofana, il est aux côtés de tous. Et comme tu dis, on le retrouve à Milanello, on le retrouve aux avant-matchs et tout. Faut pas qu'il prenne trop la lumière par rapport à Fonseca. En revanche, je trouve ça pertinent et important que ça soit lui qui a tant aimé le club, qui l'a tant respecté, qui a fini sa carrière chez nous également aussi. Faut laisser aussi le temps. Il a beaucoup moins l'impression parce qu'il a tellement un crédit important auprès des tifosi de l'AC Milan, auprès des joueurs même, que Ibrahimovic, la pression, il l'a très peu. Et je pense qu'il faut lui laisser aussi comprendre son rôle parce qu'on lui demande de tout faire là actuellement. Pendant combien de temps il va accepter de tout faire? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, le choix d'Ibra d'incarner ce Milan-là. euh, à l'international et même auprès des joueurs, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Le club et le groupe a perdu cet été Kier et Giroud, qui étaient deux patrons de vestiaire. Tu peux pas avoir un Ibra qui est trop dans la direction et qui était sur le papier quand même le relais entre le fonds d'investissement et Moncada. Au final, c'est bien plus que ça. Ibra, c'est un rôle que de Maldini lors des deux dernières saisons, en fait, finalement. Et moi, je suis content qu'il l'ait parce que cette équipe et avec un Fonseca qui arrive aussi sur la pointe des pieds, et moi, je trouve qu'il n'y a pas de profil de leader de vestiaire. Donc, Ibra doit être là au début pour rassurer, pour rediriger,
pour donner de la confiance, ou alors aussi pour sévir et pour remettre les joueurs avec qui il a joué pendant des années, comme Léo, comme Léao, etc., les remettre en question et leur dire là, gars, tu dois élever ton niveau de jeu, tu dois faire le travail. Les joueurs l'écouteront, Ibra. Les joueurs, il a une aura tellement importante dans le vestiaire et auprès de ces joueurs-là que ça passera forcément. Le discours d'Ibra, à mon sens, passera toujours auprès de notre groupe. Maintenant, il y a un coach et qui prenne pas trop de place par rapport au coach, moi je trouve. C'est ça le risque qui peut y avoir. Ouais, bah écoute, ça, on va le voir. En tout cas, c'est vrai que là, on va dire, quand on parle de Milan, on mange du Ibra matin, Mhm. midi et soir dans la presse. Donc, on verra ce que ça donne. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même, il est tout de suite mis devant peut-être le moment le plus difficile de la saison d'entrée de jeu. Donc, on va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Dernier sujet que je voulais voir, et je pense que c'est peut-être le plus sympa qu'on va évoquer jusque-là. Donc, c'est ce fameux Milan Futuro, donc l'U23 de l'AC Milan, donc qui a débuté cette saison, d'ailleurs, a débuté par une défaite à Chiavari contre l'Entel à 1-0. Mais du coup, le Milan donc, est la troisième équipe à avoir sa réserve en Série C, donc après la Juve et après l'Atalanta. Et quand Mhm. on voit les résultats que ça apporte aux deux autres équipes, ben, on peut dire que c'est que un bien. Et surtout, Mhm. pour le Milan qui a une génération assez sympa qui est en train de pousser. Donc, je ne vais pas vous demander si vous trouvez ça bien ou mal, parce que je pense qu'on est d'accord que c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça va changer dans l'absolu, dans l'avenir, on va dire, du club d'avoir ce Milan Futuro? Vas-y Théo. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quel point l'Italie s'en est soucié très tardivement de ce problème. Là, l'Atalanta, la Juve et l'AC Milan semblent avoir mis les bouchées doubles pour rattraper ce retard-là. L'exemple à suivre reste la Première Ligue. Les joueurs de Première Ligue qui ont été formés dans ce championnat U23, ils arrivent en senior, ils sont plus que prêts. Mhm. Sancho, Foden et tant d'autres étaient déjà des joueurs prêts et taillés parce que 2 ans en première ligue chez les moins de 23 ans, c'est l'équivalent de 4-5 ans chez les pros dans des championnats plus inférieurs. L'AC Milan semble avoir pris ce train-là. Et la particularité peut-être grâce ou à cause de Pioli, je ne sais pas, puisque il a lancé beaucoup de ces joueurs-là l'an passé, fait que bah, cette année, il y a quand même beaucoup de noms on retrouve dans cette génération U23-là qu'on connaissait. Barthez-Aguirre, Jiménez, Camarda, Zeroli. Tous ces noms-là font partie intégrante de ce Milan Futuro et d'une manière générale ne peuvent que pérenniser ce projet de voir un club simplement beaucoup plus grand et beaucoup plus viable et construit que les 11 joueurs qui vont jouer tous les samedis ou les dimanches en Serie A. Il y a de la continuité, l'achat de Jiménez au Real Madrid qui va lui permettre de jouer toute la saison avec le Milan Futuro en est, à mon sens, une belle preuve, un bel exemple. Donc, j'espère qu'on va continuer à voir ça. Et puis, si on parle tout simplement de football et aussi de carré vert, ça fait partie des satisfactions de ce début de saison-là. On les a pas forcément avec les seniors. Moi, j'ai bien aimé ce premier match du Milan Futuro en Coupe d'Italie face à Lecco. Alors, tu l'évoquais, Gilbo, un petit peu plus compliqué pour le début en championnat. Mais je pense qu'il va y avoir matière à être satisfait dans cet effectif. Et voilà, c'est des joueurs ensuite qui pourront se lancer dans des prêts comme Nasti ou Colombo ou continuer à grandir au Milan Futuro et donc rester jamais très loin de cette équipe première. Dans les deux cas, la finalité, c'est que l'AC Milan est gagnant et c'est une très bonne chose de savoir que ces jeunes ne sont jamais très loin du club lombard. Il y avait un vrai problème de transition entre la Primavera et l'équipe 1. À Milan, c'est vraiment un problème. Depuis Calabria et Donnarumma, aucun des joueurs a réussi à faire vraiment la bascule en termes de niveau de jeu, hein, parce que Milan, il n'y a jamais eu un joueur qui s'est montré et qui a réussi à bousculer une hiérarchie chez l'équipe A. Et donc, du coup, en fait, ça fait des années que les joueurs qui sont de la Primavera, on les prête, ils reviennent, on les reprête. Ils reviennent, on les reprête et au final, ils ont 23 ans et ils n'ont toujours pas joué un match avec l'AC Milan. Cette équipe de Série C, elle permet déjà aussi de signer un contrat professionnel à tous ces jeunes joueurs. Euh,
c'était un souci pour Camarda. On avait fait un ou deux fins d'émission avec Théo, parce qu'à un moment donné, l'ombre du Borussia Dortmund, du PSG et d'autres clubs Arsenal, ouais. planait sur ce non-contrat qu'on ne voulait pas donner tout de suite à Camarda. Ces joueurs-là, maintenant, sont liés au club. Ils vont bénéficier d'une expérience, donc leur carrière pro débute véritablement, et pas leur carrière où ils font des matchs de Youth League à l'international. Ils vont vraiment débuter leur carrière pro cette année. On a une génération dorée, je trouve que c'est le moment idéal pour que ce Milan Futuro débute. On a vu tous les biens que ça a pu engendrer du côté de la Juve, qui maintenant, quand on voit l'équipe qu'ils ont, c'est quasiment, il y a 3 ou 4 joueurs de cette Juve 2 qui appartiennent et qui font partie un peu de la rotation importante. C'est ce qu'on espère voir pour Zeroli, même Chaka Traoré qui avait fait du bien quand on Bien l'avait sûr. vu passer et qui la revient. Il y a le petit Maximilian Ibrahimovic dans cette équipe du Milan Futuro aussi, qui a tout juste 17 ans, va faire partie des petits jeunes de cette équipe. Alex Jiménez. En fait, ce qui est important et je trouve la vraie chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ces joueurs restent dans notre moule, ils s'entraînent à Milanello, ils restent avec nous. Et là où on avait un vrai souci, c'est que des Colombo, des Maldini, on les prêtait 6 mois, un an. Et puis quand on avait des problèmes d'effectifs, bah, on se retrouvait un peu, un peu emmerdé parce qu'en fait, finalement, ces joueurs-là étaient déjà partis ailleurs ou quoi. Là, c'est ces joueurs-là en série C qui ont tous entre 20 ans et 18 ans. Alors, on a deux, trois condamnés comme Ballo-Touré et Origi qui sont inscrits sur cette équipe-là. Mais là, pour le coup, le Milan Futuro vise vraiment à former nos jeunes joueurs. Bah, ces joueurs, si jamais ils explosent et qu'ils deviennent très forts en série C et qu'il y a un besoin parce qu'il y a une blessure ou quoi, bah, directement, ils sont sélectionnables pour l'équipe 1. Donc, on va aller voir ces jeunes et ils auront déjà un morceau d'expérience de série C. Ils se seront endurcis aussi. Donc oui, c'est très hypant, cette histoire de Milan Futuro. Ça va apporter des bonnes choses. À voir si Milan accepte et ne va pas revendre en fait ces joueurs, accepte de leur laisser du temps, de la place dans notre effectif, les inclure. Ça, malheureusement, on va voir comment va se dérouler la saison, l'intersaison prochaine, lesquels rentreront dans notre effectif, lesquels auront une place de remplaçant ou de remplaçant qui rentrent de manière assez importante. Moi, c'est ça que j'ai peur que cette équipe-là, que c'est U23, n'ait pas la chance parce que Milan est pas dans cette. Ça devient vraiment quelque chose de rare que des joueurs de notre formation explosent chez nous, en fait. On a tendance à les envoyer ailleurs, les Breccianini, les Cristante, les Locatelli. Locatelli qui a fait quelques matchs, mais encore, c'est l'un des rares qui a beaucoup joué chez nous avant de partir. Mais on s'en sépare trop et on leur laisse pas assez de place. J'espère que le Milan Futuro va permettre de leur laisser de la place. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'espère aussi. Et c'est là, on va dire, l'avantage de ces équipes-là, quand on voit la Juve qui arrive à faire monter des joueurs qu'on connaissait même pas, très clairement, hein, Mm. quand on pense à Savona, contre Vérone hier soir. Mais voilà, c'est l'objectif. Et si ça permet aussi derrière à la nationale et d'avoir des joueurs qui peuvent jouer dans un club comme le Milan, bah c'est tout de suite un plus. Pour finir, Théo le sait, j'aime bien tout ce qui est prono, donc je vais vous demander de vous mouiller. À votre avis, le Milan, cette saison, il finit à quelle place et est-ce qu'il arrive à gagner un titre ou pas. On en parlait à Milan Actu il y a quelques jours. Moi, je suis un chat noir, déjà, faut quand même pas l'oublier. Faut pas lui demander de parier. Absolument chaque prédiction, chaque tentative de voir l'avenir que je fais se transforme en exact inverse ou en cauchemar. Je disais que pour moi, cette saison était pour la Juve et que ça allait se battre derrière. Donc, je verrais personnellement la Juve est championne d'Europe. Euh, un sérieux duel entre l'Inter et Champion d'Italie, tu veux dire? championne d'Italie, pardon, championne d'Europe. Non, il la joue pas la Mm. Coupe d'Europe. Championne d'Italie, pardon. Championne d'Italie, un duel juste derrière entre l'AC Milan et l'Inter pour la seconde place et que je voyais. Et que je voyais, moi, l'Atalanta ou Napoli finir ce podium. Mais pour moi, là, cette saison est pour la Juve. Et je ne vois pas comment l'AC Milan va devoir gentiment voir la vieille dame prendre ce scudetto à San Siro. Ou je ne sais pas où est la 38e journée de Serie A, mais je vois pas comment Thiago Motta Mm. va pas réussir à prendre ce titre, à reprendre ce titre.
Ouais, moi, je vois pas Milan finir devant l'Inter ou la Juve cette saison. Je pense qu'on va encore se roder un moment. Sincèrement, c'est ce qu'on disait un peu tout au long de cette émission, c'est que les solutions, je suis pas sûr qu'on les trouve après la Lazio. Je pense que ça va être pas une saison de transition, je l'espère pas, parce que je suis même pas sûr qu'on l'accorde à Fonseca. Je suis même pas sûr que la direction ait la patience de donner une espèce de fausse saison blanche. Va y avoir aussi cette Ligue des Champions qui va être intéressante, ce nouveau format. À quel point le première phase là, de faux championnat euh, contraint les équipes engagées en Ligue des Champions sur les championnats, en fait. Quel est l'impact de la Ligue des Champions sur le championnat? Ça, c'est la grosse interrogation de cette saison, parce qu'on sait que quand Milan est sorti en poule, ça nous a permis d'être champion. Quand Naples s'est fait sortir aussi, bah, je crois que c'est nous qui les sortons l'année où ils sont champions. En quart, Derrière, le sprint l'Inter de face à finale, Atletico, ils sont très voilà. vite remis dans le championnat. Non, non, c'est voilà exactement l'Inter l'année dernière qui sort en poule et qui du coup ou en huitième de En finale et huitième face qui à Atletico. voilà et qui du coup a toute la fin de saison sur la Serie A. C'est cet aspect-là aussi que je vais regarder, mais là sur le papier au début de la saison, même sans prendre en compte les deux matchs, je trouve pas que Milan puisse rivaliser avec la Juve de Thiago Motta, gros entraîneur, et l'Inter de Inzaghi, qui a prouvé aussi ses talents de coaching. Ouais, le Milan de Fonseca me laisse un peu plus dubitatif. Donc je dirais troisième parce qu'on a quand même des joueurs de classe mondiale comme Théo Hernandez, Leao, Morata qui fait l'une des saisons les plus incroyables de sa carrière et qui déjà a mis son premier but. Donc le compteur est ouvert pour Morata et tous les autres joueurs comme Reinders qui a explosé cet été avec les Hollandais qui va aussi vouloir prendre l'ascendant sur ce milieu de terrain-là face à toutes ces équipes. Donc il y a une très bonne base, faut pas la remettre en question. On a quand même un gros effectif chez l'AC Milan. Maintenant, je pense que ça va être derrière la Juve et l'Inter. Et puis pour te répondre très rapidement aussi par rapport à la Copa, parce que ça fait partie des titres qui Mhm. échappent à Milan depuis des années, le 2003-2004. tableau, le tableau est tombé et Milan se retrouve en quart de finale face à la Roma, dans un côté du tableau où il y a la Lazio, l'Inter et le Napoli. Donc bon, comme tous les ans, on sait déjà à peu près à quoi vont ressembler les demi-finales et la finale. C'était frustrant, c'était relativement frustrant cette élimination face à l'Atalanta la saison passée. Ouais. Est-ce que Milan sera capable d'aller chercher une Copa comme l'avait fait, si je dis pas de bêtises, la troupe à Cassano et Ibra? Je crois que c'est ça la dernière époque. Non, 2004, la dernière Copa, ça fait 20 ans. Ils arrivent même pas à aller la chercher. Bon, Non, non. bon alors, Par contre, on bah, gagne la Super Coupe d'Italie avec la Padula, etc. oui, ça c'est l'exploit face à la Juve. Je m'en souviens, Mario Pasalic était là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, bah pour les 20 ans, faisons un chiffre rond et puis ramenons quelque chose à la maison, ramenons un titre à la maison. Peut-être cette Mm. Copa, pourquoi pas pour les 20 ans. Ouais, je pense, c'était à celle-là que je pensais le championnat et la Ligue des Champions, j'y crois pas trop non plus. Mais bon, enfin, on verra bien ce que ça donne et je pense en tout cas que le Milan va pas en rester là. Il y a un rodage qui arrivera peut-être un peu plus tard. À voir par contre si le souci, c'est de voir s'il y a encore une défaite contre la Lazio, si Fonseca va pas commencer à risquer On de se l'espère faire, pas, on de se l'espère faire pas. virer, quoi. Mm. Mais bon, ça, Prions ça, pour ça de va la dépendre de ça. stabilité. Ben oui, non, non, mais c'est clair, il faut continuer le projet. Ben, en tout cas, je vous remercie Théo Guillaume pour d'avoir passé ce moment avec moi sur ce podcast. Je remercie aussi tous les gens qui vont nous écouter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci Théo, je te dis à toi, on va se voir très très prochainement. Et merci Guillaume de nous avoir accompagnés. Ciao, ciao. Merci, Ciao ciao. à toutes, merci.